Les pertes de la Russie dans la guerre contre l'Ukraine ont atteint 1 600 000 de soldats, incluant les morts, les blessés ou les disparus. Sur ce total, environ 700 000 sont morts, ce qui représente environ 44% de l'ensemble des pertes. C'est significatif car, historiquement, seul un tiers des pertes correspond à des décès, le reste étant constitué de blessés, ce qui indique que la Russie manque de soins médicaux sur le champ de bataille, entraînant un taux de mortalité plus élevé. C'est un problème pour la Russie, car certains soldats blessés pourraient être renvoyés au front pour combattre, mais s'ils meurent en raison du manque d'évacuation et de soins, ils doivent être remplacés. La durée de vie moyenne d'une recrue, de son arrivée sur le terrain d'entraînement jusqu'à son déploiement sur la ligne de front, varie de 10 à 21 jours. Cela montre que les soldats russes ne reçoivent qu'une formation très limitée au maniement des armes légères et à la tactique, ce qui réduit considérablement leur efficacité sur le champ de bataille. Les renforts arrivent également trop lentement et sont généralement éliminés avant que les unités ne puissent reconstituer leurs forces, ce qui signifie qu'il n'y a pas de retour en arrière possible face aux pertes déjà accumulées à ce stade de la guerre. Les pertes de la Russie ont progressivement épuisé ses troupes d'assaut entraînées, vidé ses réserves opérationnelles et réduit sa capacité à remplacer les soldats expérimentés. En conséquence, les unités russes manquent de plus en plus des effectifs nécessaires pour soutenir les opérations offensives. Cela empêche la Russie de transformer ses gains tactiques en percées opérationnelles, ce qui entraîne le blocage des avancées sur l'ensemble de la ligne de front. Par exemple, en juillet 2025, les Russes ont pris le contrôle de plus de 500 km² de territoire ukrainien. En revanche, en juillet 2026, la Russie n'a réussi à capturer que 30 km², soit 17 fois moins. Si l'on examine le secteur le plus important au regard des objectifs de guerre déclarés par la Russie, celle-ci a pris 9 km² de territoire dans le Donbass en juillet, alors que l'année dernière, ce chiffre était supérieur à 400 km², ce qui représente une baisse d'environ 98%. Parallèlement, la Russie augmente la fréquence des assauts tout en réduisant la taille, la qualité, l'efficacité ou la profondeur de chaque attaque. En conséquence, la Russie a perdu l'initiative dans les régions de Zaporijia, Dnipropetrovsk et Soumy. En revanche, l'Ukraine mène des contre-attaques, récupérant du terrain vers Kamianske, dans le secteur de Zaporijia, repoussant les Russes de la première ligne de défense. L'Ukraine mène également des contre-offensives vers Komar, sur une zone de 50 km de large dans la région de Dnipropetrovsk, forçant la Russie à redéployer des troupes depuis d'autres secteurs. Au nord de l'Uman, l'Ukraine progresse pour couper le saillant russe et soulager la pression sur la ville. Cela montre que la Russie ne réussit que partiellement, dans de petites zones telles que Kostiantynivka et au nord de Pokrovsk, où elle progresse de 15 mètres par jour, bien que le rythme de son avancée soit encore plus lent que celui des Français et des Britanniques sur le front occidental pendant la Première Guerre mondiale. Les mois d'été sont traditionnellement les plus fructueux pour les Russes en termes d'avancée, car le feuillage peut réduire la détection aérienne des petits groupes d'infanterie se déplaçant à travers les lignes d'arbres, augmentant ainsi les chances de survie et de progression. Malgré cela, l'avancée de la Russie diminue, et elle perd désormais plus de 1400 soldats par kilomètre carré. La Russie peut capturer des positions individuelles sur le plan tactique, tout en échouant à créer une percée opérationnelle ou à améliorer sa position stratégique, brûlant ses effectifs sans générer de profondeur opérationnelle, laissant des secteurs entiers plus faibles et de plus en plus vulnérables aux contre-attaques ukrainiennes. Parce que la Russie est actuellement incapable de compenser ses pertes élevées, elle a eu recours à de fausses vidéos de plantation de drapeaux réalisées avec l'intelligence artificielle. Par le passé, les forces russes tentaient au moins de créer l'illusion d'avancées plus importantes en envoyant des infiltrés profondément derrière les positions ukrainiennes pour hisser des drapeaux dans les localités. Bien que ces soldats fussent souvent capturés ou tués peu après avoir exposé leur position, ils avaient tout de même réussi à pénétrer assez loin pour mettre en scène de telles images. Un exemple récent, cependant, montrerait un soldat russe hissant un drapeau pour confirmer les avancées des troupes, mais l'échelle du soldat et des arbres est incohérente, et lorsque la caméra du drone effectue un zoom arrière, le soldat disparaît soudainement sans se déplacer derrière un relief ou sans coupure de caméra visible, ce qui suggère que la vidéo a été générée par IA ou manipulée. Les soldats russes ne parviennent désormais souvent pas à survivre assez longtemps ou à pénétrer assez profondément dans les positions ukrainiennes, même pour mettre en scène ces démonstrations symboliques, forçant la Russie à s'appuyer sur des vidéos fabriquées plutôt que sur des images provenant du champ de bataille. Dans l'ensemble,
Les 1 600 000 de pertes cumulées de la Russie, dont 700 000 sont irréversibles, sont la raison pour laquelle l'armée russe est paralysée et ses avancées au point mort cette année. Les pertes dépassent le recrutement russe et les remplaçants mal entraînés ne peuvent pas restaurer l'expérience perdue. Les unités décimées ne peuvent pas consolider les gains, faire tourner les forces épuisées ou arrêter les contre-attaques ukrainiennes. La Russie a épuisé la majeure partie de ses effectifs formés avant la guerre et sa capacité de recrutement future, qui ne peut être restaurée assez rapidement, marquant un point de non-retour. Une mobilisation supplémentaire peut fournir des effectifs, mais ne peut pas recréer rapidement les formations expérimentées, les réserves et la capacité offensive déjà perdue pour avoir un impact significatif. Pour regarder les images de combat non censurées que nous avons utilisées dans ce rapport, consultez notre carte d'actualité interactive. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses d'événements significatifs, qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez sur votre écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, dotée de fonctionnalités encore plus avancées et d'outils d'analyse d'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les plans d'abonnement. À partir de seulement 4,99 $, vous obtiendrez non seulement un accès premium à la carte, mais vous débloquerez également toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir un membre exclusif de notre communauté. J'apprécie vraiment tous ceux qui ont fait le pas de nous rejoindre. Votre soutien signifie tout pour nous.